sans transition, nous allons passer à la table ronde numéro 2 où il va cette fois-ci s'agir des risques, de l'adaptation et passer un petit peu aux solutions et de la mise en œuvre des solutions dans un cadre conceptuel et politique. Et donc, plusieurs des intervenants ici ont des responsabilités diverses à différents niveaux. Donc, nous aurons autour de nous, à ma gauche, géométriquement, Renaud Dantec, donc vice-président de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable, sénateur donc de Loire-Atlantique. Michael Kernez, vice-président en charge du climat, donc je continue vers la gauche, voilà. Il y a une logique, paraît-il. Vice-président en charge du climat et des mobilités au niveau de la région Bretagne. Andy Smith, je continue sur le côté gauche, collègue, donc directeur du centre Émile Durkheim, vous voyez ici, donc spécialiste de Sciences Po, et donc il nous permettra d'avoir un regard un petit peu extérieur à la région, à ce qui se passe en Bretagne. Alors je passe à la droite, et donc Bruno Paris, vice-président en charge de la transition écologique à Lorient Agglomération. Et puis juste à côté de moi, à ma droite, Béatrice Queneau, qui est maître de conférence universitaire Rennes 2, qui est économiste, qui est membre également du Haut Conseil breton pour le climat, et à qui je vais tout de suite céder la parole pour introduire un petit peu tous ces gros mots dont on entend parler depuis le début de cette matinée. On a parlé d'adaptation, de résilience, de risque de vulnérabilité, et donc il est peut-être temps un petit peu de mettre des choses un petit peu plus précises sur l'ensemble de ces concepts. Béatrice, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme l'a souligné Vincent, l'objectif de mon intervention, qui va être brève, je vous rassure, est de faire le lien entre la prévention des risques, l'adaptation au changement climatique et la résilience. Alors tout d'abord, je voudrais souligner que ces deux champs d'intervention que sont la prévention des risques et l'adaptation au changement climatique connaissent une phase de convergence depuis quelques années, à mesure effectivement que s'amplifie le changement climatique et ses impacts. Pour autant, les deux champs d'intervention ne se recoupent pas totalement, puisque, en fait, quand on parle d'impact du changement climatique, on a pour coutume de distinguer les effets graduels, tels que l'élévation, par exemple, des températures moyennes du globe, ou encore l'élévation de la température des océans, et puis les impacts beaucoup plus brutaux, que sont les événements météorologiques extrêmes, dont on a discuté lors de la première table ronde. Mais il faut bien avoir en tête que, à mesure que s'amplifie le changement climatique, ce qui est aujourd'hui considéré comme un événement météorologique extrême pourra refléter en fait les conditions climatiques moyennes d'ici 20 ou 30 ans. Par exemple, la canicule que nous avons connue en 2003 ou en 2022 pourra refléter en fait les conditions estivales moyennes d'ici 2030, puisqu'on assiste en fait à une méditerranéisation du climat breton. Ces événements météorologiques extrêmes, qui sont liés donc à des aléas d'origine climatique et qui sont divers, sont le point de recoupement en fait entre les deux champs d'intervention que sont l'adaptation au changement climatique et la prévention des risques de catastrophes, qui par ailleurs est un champ qui va prendre en compte d'autres risques qui ne sont pas liés à des aléas climatiques. Mais là aussi, pour autant, on assiste à une convergence, puisque certains travaux scientifiques montrent que certains aléas non climatiques peuvent être accentués, là aussi, sous l'effet du changement climatique. Alors, si j'en reviens à la notion de risque, généralement, on l'appréhende comme étant la combinaison d'aléas ou d'impacts du changement climatique avec des vulnérabilités qui elles-mêmes sont doubles, puisqu'on a pour coutume de distinguer la vulnérabilité biophysique, qui renvoie à la sensibilité et à l'exposition des enjeux qui sont à protéger par rapport aux aléas, et puis une vulnérabilité sociale qui renvoie aux capacités d'adaptation dont il a été aussi question lors de la précédente table ronde. Et cette capacité d'adaptation, c'est le point de recoupement entre la notion de vulnérabilité et de résilience, étant entendu que les deux notions, là aussi, ne se recoupent pas complètement, en ce sens que la résilience n'est pas l'antonyme de la vulnérabilité. Je voudrais aussi souligner que par rapport à la question des risques, en fait, il y a des facteurs qui sont aussi à prendre en compte. Ce sont les tendances socio-écologiques de nos trajectoires de développement, qui sont des facteurs sous-jacents de risque et qui peuvent effectivement, lorsqu'elles sont insoutenables, considérablement les accentuer.
Enfin, ce qu'il faut souligner, c'est la définition que le GIEC donne des capacités d'adaptation qui s'entendent comme la faculté d'ajustement des systèmes, des institutions, des êtres humains et d'autres organismes qui leur permettent de se prémunir contre d'éventuels dommages, de tirer parti des opportunités et de réagir aux conséquences. Alors l'enjeu des deux champs d'intervention que sont la prévention des risques et l'adaptation au changement climatique, c'est dans les deux cas de rendre le risque acceptable en diminuant le danger. Étant entendu que les événements météorologiques extrêmes qui déclenchent des situations de crise, voire de catastrophe, dès lors que les dommages sont importants, eh bien ces événements météorologiques extrêmes qui se caractérisent donc par une faible probabilité d'occurrence et une intensité forte, risque d'être accentué par le phénomène de changement climatique qui va déplacer la courbe en fait vers le haut, cette courbe étant la courbe de Farmer, et qui va donc rendre ces risques à la fois plus fréquents et ou probablement plus intenses. Alors, par rapport à cette volonté de diminuer les risques, on a deux leviers d'action, soit chercher à agir sur l'aléa lui-même en tentant de lui résister ou de s'en protéger. Et là, cela renvoie en fait à soit dans le champ de la prévention des risques, à la lutte contre l'aléa, notamment par exemple par des mesures de protection structurelle, ou bien dans le champ de l'adaptation au changement climatique, enfin de la lutte contre le changement climatique, pardon, aux mesures d'atténuation qui vont elles-mêmes passer soit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit par l'augmentation ou l'amélioration des puits de carbone. Et puis, on peut agir aussi sur la vulnérabilité en cherchant soit à se préparer ou à s'adapter aux aléas. Et dans ce cas-là, on a deux champs d'action, l'amélioration de la résilience ou l'adaptation aux impacts du changement climatique. Alors, la difficulté qu'on a avec la notion de résilience, c'est que c'est un concept qui est certes utile pour ces deux champs d'intervention, mais qui est quand même un concept complexe à saisir, puisque au début du XXe siècle, quand la résilience apparaît, elle renvoie essentiellement à une idée de rebond en arrière, de conservation, de retour à l'état initial des systèmes, qui cherchent en fait à résister à un choc. Et donc, c'est une propriété, un état statique que l'on constate ex post. Aujourd'hui, la résilience est de plus en plus travaillée, notamment dans le champ de la prévention des risques et de l'adaptation, dans une autre vision qui renvoie plutôt à une idée de rebond en avant, de capacité d'adaptation ou de réorganisation des systèmes, voire de bifurcation, et qui renvoie à une capacité, cette fois-ci dynamique, de se préparer à des chocs, et donc qui serait une propriété que l'on pourrait améliorer ex ante. Et par rapport à cette évolution du concept de résilience, on a donc deux grands types de résilience qui peuvent être mobilisés. Soit une résilience réactive qu'on va désigner comme étant la capacité à faire face à un aléa ou une situation de crise et qui renvoie à une adaptation spontanée autonome, dont il a été beaucoup question là aussi sur la première table ronde avec notamment l'arrêté sécheresse, et qui va passer soit par une tentative d'amélioration de la capacité d'absorption ou de résistance des systèmes pour faire face à un choc sans subir de dégâts, et qui renvoie aussi à une autre capacité qui est celle de la capacité d'auto-organisation des systèmes pour faire face à la crise sans aide extérieure, qui renvoie donc à l'idée d'une sortie de crise et d'un relèvement précoce. Mais la résilience aujourd'hui s'est dotée donc d'une autre dimension qui est la résilience proactive, qui renvoie à la capacité de réponse cette fois-ci au choc et qui renvoie donc à une adaptation planifiée anticipatrice qui elle-même repose sur deux autres capacités. La capacité d'apprentissage et qui repose essentiellement sur la promotion d'une culture du risque, notamment auprès des populations, et le retour d'expérience. Et enfin, une dernière capacité qui est celle de la capacité d'adaptation et qui renvoie donc là à l'idée de préparation au risque de catastrophe, c'est-à-dire d'anticipation des chocs futurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette capacité qui renvoie à la fois à la vulnérabilité sociale et à la résilience. Donc la résilience aujourd'hui, forte de cette double dimension à la fois réactive et proactive, se définit dans les travaux du GIEC comme étant la capacité d'un système à résister ou à se réorganiser face à un choc ou un aléa pour conserver son identité, sa structure et ses fonctions essentielles, tout en gardant ses facultés d'adaptation, d'apprentissage et de transformation. Et donc, autrement dit, l'idée, c'est de se reconstruire en mieux après un choc en anticipant les chocs futurs.
Alors, je voudrais terminer mon intervention en faisant un petit focus sur un autre champ de négociation internationale qui est moins connu que celui de la lutte contre le changement climatique, qui est celui de la prévention des risques de catastrophe. C'est une négociation qui se conduit en parallèle et qui, elle, est passée en l'espace de quelques décennies du lutter contre les risques à vivre avec ces risques de catastrophe. Donc au début des années 90, l'accent est plutôt mis sur un premier paradigme de prévention des risques qui consiste essentiellement à résister à l'aléa et qui ensuite a été relayé par un deuxième paradigme de prévention des risques, notamment à l'occasion de la première conférence mondiale pour la prévention des risques de catastrophe qui a défini la stratégie de Yokohama et qui est donc le paradigme centré sur la vulnérabilité et l'enjeu d'adaptation. Et enfin, au tournant des années 2000, on voit émerger effectivement ce troisième paradigme qui est centré sur la résilience et l'idée de préparation aux catastrophes et qui a été acté à partir des deuxième et troisième conférences mondiales qui ont développé deux cadres d'action de prévention des risques que sont le cadre d'action de Hyogo et de Sendai. Alors une difficulté qu'on a, c'est que ces deux négociations internationales que sont la négociation climat et celle sur la prévention des risques de catastrophe s'opèrent très largement en silo et il y aurait vraiment une convergence à opérer entre ces deux champs de négociation. Alors en termes de leviers d'action privilégiés pour les politiques publiques et notamment au regard de la solidarité internationale, ces trois paradigmes en fait correspondent à des leviers un petit peu différents. La première stratégie renvoie essentiellement à des programmes de recherche pour arriver à modéliser l'aléa et opérer des transferts de technologies, notamment pour des mesures de protection. Le second paradigme, lui, était plutôt centré sur les questions des facteurs sous-jacents de risque qui relèvent des trajectoires de développement, avec la volonté d'améliorer l'aide publique au développement et l'aide humanitaire. Et enfin, le troisième paradigme, lui, se centre essentiellement sur la question de l'information et de l'éducation des populations à la culture du risque. Donc pour synthétiser le tout, et je m'arrêterai là, ces trois paradigmes mobilisent en fait des leviers différents en termes de politique publique. Alors il faut bien voir que chacun des paradigmes n'élimine pas le précédent, en fait ils se juxtaposent, s'enchevêtrent. Mais toujours est-il que des années 50 aux années 1970, c'était le premier paradigme qui était le paradigme dominant, qui reposait essentiellement sur la prévision, modélisation des aléas et des mesures de protection structurelle qui ont pour inconvénient d'être à la fois très coûteuses et de ne pas être infaillibles. Ensuite, a succédé dans les années 70 le second paradigme centré sur la vulnérabilité qui a mis l'accent sur l'amélioration des capacités d'adaptation et les mesures de prévention qu'on appelle les mesures non structurelles d'adaptation planifiée, avec notamment, par exemple, l'adoption des plans de prévention des risques dans les politiques d'aménagement du territoire. Et enfin, à partir des années 2000, le troisième paradigme de la résilience a mis l'accent sur des mesures de protection civile, de préparation à la crise. Par exemple, en France, à partir de 2004, dans la loi de modernisation de la sécurité civile, c'est effectivement sur la résilience que l'accent va être placé, avec, par exemple, la mise en place de stratégies de fonctionnement en mode dégradé pour les opérateurs d'intérêts vitaux. Et dernier volet, c'est les mesures de protection fonctionnelle, de préparation du retour à la normale, dont il a été effectivement question sur la première table ronde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors je pense qu'effectivement, ces clarifications à la fois méthodologiques, conceptuelles étaient importantes. Et donc la question qui se pose à vous maintenant, messieurs les politiques, c'est quel horizon, quel cap, s'adapter, oui, par rapport à quoi? Et cet horizon plus 4 degrés auquel vous avez très largement contribué, Ronan Dantec, en quoi il est à la fois pertinent et opératoire? Merci, et merci de m'avoir invité. Je suis quand même, je trouve qu'il est quand même notable que l'amphi soit plein pour parler d'adaptation. Donc je pense qu'effectivement, on est dans le moment où on sort des tabous et on commence à scoltiner le problème. Et effectivement, là, je pense que la sécheresse de 2022
en France en général et en Bretagne en particulier, a été un moment assez fort à ce niveau-là. Donc il s'est passé quelque chose d'important depuis 2022, c'est l'arrivée dans le débat de ce fameux plus 4 degrés, qu'on a été un certain nombre à porter à partir globalement effectivement de l'été 2022, mais pour être plus exact, après surtout la COP de Glasgow, je vais y revenir, et plus 4 degrés voté par la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique à l'unanimité, c'est-à-dire de la FNSEA aux ONG activistes environnementales, donc unanimité, est repris par le ministre. Et la suite logique, c'est que ce plus 4 degrés, on le retrouve dans la loi de programmation énergie-climat qui sera discutée au Parlement à l'automne. Ce plus 4 degrés, il est important parce que c'est quand même un peu la fin d'un tabou, d'un double tabou. D'abord, un tabou sur le fait de bien nommer les choses, parce que vraiment, on disait, voilà, il faut de la résilience, de l'adaptation, mais à quoi vraiment se prépare-t-on? Donc mettre le plus 4 degrés, qui est quand même un chiffre assez fort sur la table, sort ce tabou-là. Et il y a un autre tabou qui tombe, même si ici là, il y a encore des retours de flamme, qui est de sortir d'un débat où on avait un peu tendance à opposer atténuation et adaptation, y compris, si vous reprenez certains de mes propos d'il y a une quinzaine d'années, quand j'étais en charge du plan climat de Nantes Métropole, un des premiers vrais plans climat français, j'avais quand même tendance à dire on va surtout parler d'atténuation. Si on parle trop tôt d'adaptation, on ne fera pas l'effort sur l'atténuation. Je pense que maintenant, on sort vraiment de ce débat-là. Alors, pour qu'il n'y ait pas de faux débat, le plus 4 degrés en France métropolitaine correspond à plus 3 degrés au niveau mondial. Donc, ce n'est pas un bond de plus 2 à plus 4, comme j'ai pu l'entendre par rapport au niveau mondial. Le plus 3 degrés au niveau mondial, c'est l'état des engagements des États et des politiques publiques engagées. Alors, si on prend les engagements, on arrive à 2,8. Si on prend les politiques engagées, on arrive à 3,2. Mais le plus 3 degrés mondial, c'est l'état aujourd'hui des efforts engagés par les États. Et que donc, en termes de logique politique, ça ne fait pas sens de minimiser l'adaptation en dessous de ce qu'on sait des politiques engagées. Ce qui veut dire que dans le plus 3 degrés mondial et sa déclinaison en plus 4 en France métropolitaine, il y a déjà le moins 55% de réduction des émissions européennes, qui est ce qu'il y a de plus ambitieux sur la table aujourd'hui en termes d'engagement. Donc ce plus 4, il n'est pas catastrophiste, il est juste lucide. Mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire que le précédent plan national d'adaptation au changement climatique prenait plus 2 pour la France. Et là, on prend plus 4. Le plus 2, on y est dans les prochaines années. Le plus 3 degrés en France métropolitaine, on l'atteindra de toute manière d'ici une vingtaine à peu près d'années. Le plus 4, par contre, qui est à l'horizon de la fin du XXIe siècle, on peut espérer, si les grands émergents accélèrent dans leur décarbonation, si on tient les objectifs européens et qu'on va vers la neutralité annoncée en 2050, on finira peut-être à 3,2, 3,5 au niveau mondial et on se rapprochera peut-être du fameux plus 2 que le GIEC donnait comme limite à ne pas dépasser au niveau mondial. Donc ça, c'est important de l'avoir. Et maintenant, on l'a. C'est-à-dire, à partir du moment où le ministre le reprend, que le CNTE est capable de voter à l'unanimité ce plus 4, on peut considérer qu'on va vers un consensus dans la société française, même s'il y aura ici et là quelques personnes pour le contester. Et ce qui veut dire donc, et ça va être un vrai défi pour l'ensemble de l'action publique et privée, que tout ce qu'on va faire maintenant, tout ce qu'on va investir, il faudra le faire sur la base du plus 4. Sinon, on est tout simplement dans le fait de nier la réalité des choses. Ça va quand même être un effort assez considérable. Donc, quelles sont les étapes qui sont devant nous? La première, c'est quand même l'étape scientifique. Donc, je suis ravi de cet échange avec le Haut Conseil. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin que la communauté scientifique et technique nous dise voilà ce que va être le plus 4 chez nous
et en l'expliquant bien dans le temps. C'est-à-dire que ça va quand même mettre quelques années, on ne va pas arriver au +4 tout de suite. On a besoin de ce travail, donc là, le ministre a saisi Météo France, le CEREMA et les organismes techniques de l'État pour essayer quand même d'écrire et de hiérarchiser les conséquences du +4. C'est pas si simple, ça inquiète souvent les scientifiques. Je ne sais pas si vous êtes allé des fois sur le portail DRIAS mis en place par l'ONERC, l'Office national sur les effets du réchauffement climatique, mais le portail DRIAS, il y avait dedans à peu près toutes les projections scientifiques, tous les scénarios. Au bout de 20 minutes, vous étiez perdu. Donc, on demande quand même à la communauté scientifique d'écraser une part de l'incertitude pour que ce soit utilisable. Globalement, elle n'aime pas trop d'expérience. Mais si ce travail n'est pas fait, derrière le politique et le décideur, quel qu'il soit, il n'a pas moyen d'agir. Donc, il y a déjà un redoutable défi pour la communauté scientifique et technique, qui est de sortir d'une logique où on présente la totalité des scénarios pour écraser vers un scénario médian sur lequel on dimensionnera l'action publique. Ça, c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui, et je vois déjà les débats dans la communauté scientifique. Mais chacun son rôle. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau derrière, ça va être effectivement de dimensionner l'action publique. Ça ne va pas être si simple. Déjà, c'est quand même une approche matricielle, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose suivant les territoires, ce n'est pas la même chose si on est à 10, 20 ou 50 ans, et donc il va falloir aussi dimensionner l'action suivant par exemple la durée de vie de l'investissement. Si on prévoit un pont qui doit durer un siècle, on va prendre tout de suite +4. Si on a un truc qui dure 20 ans, on peut prendre moins. On va avoir tout cet effort à faire suivant le type d'investissement, le type d'action publique, sa durée de vie, son impact. C'est vrai, un vrai travail intellectuel, matriciel, qui là aussi n'est pas si simple, mais qui est devant nous. Ensuite, troisième niveau, et puis j'ai que 5 minutes, donc je ne vais pas en détailler. Ça fait déjà 7, mais je me doutais bien que le temps passait à une vitesse folle. Et donc je vais finir très vite les deux autres niveaux. Le troisième niveau, c'est qu'on a 3 niveaux d'adaptation. Alors, on a le niveau d'adaptation à l'aléa. Et moi, j'étais en charge aussi des risques à Nantes Métropole. On a connu des nuages toxiques, on a connu des tempêtes. Ça, on sait assez bien faire. Globalement, on est assez bon en résilience de l'événement dramatique. Dans les moments qui suivent, on crée de la solidarité, des élans de générosité. Cette résilience-là, globalement, c'est pas là qu'on est les plus mauvais, même s'il faut en partie la redimensionner. Mais fondamentalement, c'est pas ça le problème qui est devant nous. Le problème qui est devant nous, c'est l'évolution structurelle d'un grand nombre de nos activités, qui n'est pas une logique d'aléa. C'est-à-dire, ça va évoluer obligatoirement et il faut s'y préparer. Et ça impacte énormément tous nos systèmes économiques, tous nos systèmes sociaux, et on est dans le moment où effectivement on voit poindre plutôt la montée des tensions entre les différents systèmes, qui ont toutes leur logique et leur légitimité. En plus, on a les logiques par rapport à l'adaptation à la montée des températures, et on a les logiques d'adaptation économique par rapport à l'effort considérable de réduction des émissions, qui est une autre adaptation à mener en parallèle, et qui elle aussi a un impact économique absolument structurant. Et donc, il faut effectivement, et j'en finirai là-dessus, peut-être plus que le terme résilience, mettre sur la table un mot qui est absolument beaucoup moins sexy et poétique, qui est le mot compromis. On va sortir du moment où on va pouvoir continuer à se taper dessus sur tous les sujets possibles et imaginables, en disant t'as pas pris en compte l'adaptation, t'as pas pris en compte mes enjeux économiques. On peut encore s'amuser à faire ça un certain temps. On sait assez bien faire en Bretagne, même on sait plutôt très bien faire ça. Mais ça ne va pas marcher. Et y compris politiquement, si on reste là-dessus, on voit bien comment les forces politiques vont diverger et on va s'éloigner de la possibilité de compromis. Or, si on ne construit pas un compromis
sociétale, il est certain qu'on n'y arrivera pas. Donc, moi je pense que le moment qu'on vit, y compris en ayant voté à l'unanimité le plus 4 degrés, c'est pour ça que moi je suis très fier, en tant que président de la commission spécialisée, d'avoir pu mener ce moment-là, c'est que en ayant levé les tabous, on va rentrer, à partir de ce que les scientifiques vont nous dire, en les hiérarchisant et en les rendant audibles, merci à eux, on va rentrer dans le moment où on va devoir définir un compromis d'évolution structurelle de nos sociétés, et tout particulièrement d'une société bretonne qui avait construit dans les années 50, 60, 70 un premier compromis autour du CELIB, et compromis qui est totalement inopérant, parce qu'il était avec d'autres leviers derrière, par rapport à la crise et à l'évolution qui est devant nous. Donc, c'est un terme moins joli que résilience, mais à mon avis, c'est la question qui est devant nous et dont nous serons tous acteurs. Merci. Merci. Alors, vous avez quasiment fait la transition avec l'échelon régional, Michael Kernez, sur les enjeux au niveau de la Bretagne. Ouais, le micro à gauche, merci. Oui, merci à vous toutes et à vous tous. Je ne sais pas si c'était finalement le propos de Ronan ou s'il appelait à un compromis des forces politiques qui voudraient agir ensemble, mais on se connaît suffisamment pour se faire passer quelques messages les uns les autres et l'un à l'autre aussi. Donc merci Ronan de cette invitation à poursuivre le dialogue qu'on a déjà engagé il y a quelque temps, mais les forces centrifuges et centripètes parfois... Enfin bon, on trouvera bien à un moment donné l'endroit et le moment pour combattre ensemble un certain nombre de maux de notre société. Non, quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet pour partager avec vous, même si ça n'a pas grande importance, mais mon petit déjeuner de ce matin avec France Info. Pisani et ses 66 milliards. Bon, les agences de notation qui nous disent ce que devrait être notre société et nos modèles de développement et évidemment de regarder quel est le déficit public de notre État, l'impact des caisses de retraite, et puis à un moment donné quand même un regard aussi sur l'inaction climatique de l'État en France. Donc ça devenait un peu intéressant finalement. 2 minutes plus tard, l'inaction de l'État et le Conseil d'État et les deux roues. Bon, je me suis dit qu'on commençait à devenir précis. La météo des forêts. Et puis, pour terminer, une pièce de théâtre qui serait alimentée par les rapports du GIEC. Une demi-heure de déjeuner avec France Info ce matin. Moi, je me suis dit, on est au cœur du sujet, donc je vais passer une journée avec vous en ayant en tête ce que j'ai pu entendre. Si je vous dis cela tout simplement, c'est que tous ces débats, évidemment, traversent nos sociétés, traversent les médias, et il suffit de prendre quelques minutes pour écouter avec attention le journal de la matinale, pour se dire que là, les débats de société sont engagés et qu'au travers de quelques notions de cette nature, on peut évidemment les appréhender. Avant de vous parler de la région et de l'action qui est la nôtre, en saluant évidemment mes collègues conseillers régionaux qui sont présents et qui sont là et qui démontrent au travers de l'ensemble des sensibilités présentes tout l'intérêt que nous avons, et d'ailleurs la collégialité qui a été la nôtre et l'unanimité qui a été la nôtre au moment où nous avons, ou la quasi-unanimité, où nous avons un moment porté sur les fonds baptismaux, le HCBC, et évidemment la présence de Carole Lebéchec qui anime nos travaux au sein de notre commission. Je souhaite me présenter en 2 mots pour vous dire que je suis le maire d'une petite cité avant d'être conseiller régional qui est à proximité. Cette petite cité, c'est la ville de Quimperlé. Et quand on me demande partout en France ou même en Europe si je suis le maire d'une commune qui est traversée par ces enjeux, je leur dis que je suis le maire d'une commune où vous avez à la fois les établissements Bigard et le maire où on a créé il y a 52 ans Eau et Rivières de Bretagne. Alors autant vous dire que ça situe un peu la nature des débats, parfois l'hystérie de ces derniers, et ce à quoi nous invite évidemment Ronan Le Dantec à essayer de faire société, être ensemble et trouver les compromis nécessaires. Je me suis engagé dans l'action publique il y a une vingtaine d'années. On a mis sur les fonds baptismaux les premiers sages, schéma d'aménagement de gestion des eaux. On a créé une des premières clés. Et à la surprise générale sur notre territoire, alors qu'on pensait tous qu'on allait parler d'inondation et de tous les sujets que vous avez évoqués, eh ben, la première priorité qui est ressortie au bout de 5 ans de débat, c'était la question de la quantité de l'eau.
Une démarche que nous avons initiée à l'échelle territoriale grâce à l'Europe, cher Ronan, auquel on est très attachés tous les deux, et on a créé il y a plus de 20 ans ce qu'on a appelé le Parlement de l'eau pour regarder ce qu'était la qualité de l'eau, les quantités d'eau, l'ostréiculture, les dragages, l'impact de l'agriculture et tous ces sujets. Et lorsque je me suis présenté pour la première fois aux élections municipales en 2014, un débat nourri pendant les élections municipales, fallait-il construire ou non des barrages sur l'Élé et l'Isole pour éviter les inondations à Quimperlé? Donc je m'y suis opposé, nous avons gagné, je me suis dit que là j'avais une feuille de route, évidemment, qui était de travailler sur les notions que vous avez évoquées, culture du risque, adaptation, résilience, et j'en terminerai avec ma petite histoire personnelle pour vous dire que j'ai passé mon 31 décembre cette année à 3h du matin, non plus devant le plateau de fromage, mais au beau milieu d'une inondation à Quimperlé, la première depuis 2014. Alors je ne sais pas si ce qui a conduit mon président, que j'excuse et que je salue, à me confier la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, d'être premier vice-président en charge du climat, des mobilités, des infrastructures et des ports, mais autant vous dire que par mon histoire personnelle, je suis un peu marqué par ces sujets et évidemment, je vis les pieds dans l'eau à quelques kilomètres aussi de vos côtes lorientaises où on parle un peu de trait de côte et de tous ces sujets évidemment aussi, où cet été, à Groix, tout simplement, on désalinisait de l'eau pour avoir de l'eau potable. Alors on est vraiment au cœur de nos sujets. La question que vous nous posez est extrêmement intéressante et donc le rôle du Conseil régional de Bretagne en la matière, c'est évidemment un rôle extrêmement important que nous a donné la loi et le législateur, Ronan en est un, évidemment aux côtés de l'État et de ses services, d'être une collectivité dite chef de file et donc de regarder un certain nombre de sujets, le sujet de la planification évidemment, le sujet évidemment de l'observation, et ça a été évoqué tout à l'heure, quelles sont les données dont nous disposons, et donc en la matière il faut parfaire les données qui nous sont essentielles ensuite pour prendre un certain nombre de décisions. Évidemment, la région Bretagne a une responsabilité, c'est de faire réseau. Je serais tenté de dire que la première des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, d'une certaine manière, et quand bien même nous y avons beaucoup travaillé ces dernières années, moi je salue les anciens conseillers régionaux avec la démarche de Braescope qu'a évoqué mon président, où les sujets, et je rejoins ce qu'a dit Ronan et ce que vous avez dit Madame Queneau, c'est-à-dire que les sujets d'atténuation l'emportaient beaucoup plus sur les sujets d'adaptation. Il est fort heureux aujourd'hui qu'on ne les oppose plus, évidemment, et qu'au contraire, on les nourrit l'un et l'autre et en même temps. Il n'en demeure pas moins que cette Braescope, quand bien même elle a fixé des trajectoires, je dirais, pour l'action publique qui doit être la nôtre en Bretagne. Notre président a évoqué notre SRADET et la réévaluation qu'on va devoir opérer dans les 2 années à venir, c'est-à-dire en 2025, il n'en demeure pas moins qu'une des principales difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est de lier les politiques, je dirais, européennes, les politiques nationales, évidemment, stratégie nationale bas carbone, SFEC et tous ces sujets-là, et évidemment les politiques régionales et la territorialisation de ces politiques régionales, et comment on travaille avec les échelons de proximité aujourd'hui que sont les EPCI. Ça fait 7 minutes. Je devrais être sénateur. C'est pas cette fois-ci. Non, mais t'inquiète pas, Ronan, j'habite pas en Loire-Atlantique. Ni dans le Morbihan. Ni dans le Morbihan. Non, ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine manière, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est de sortir d'une certaine forme, je vais le dire, mais théorisation des enjeux et des trajectoires, et donc des politiques publiques qui sont les nôtres, à notre capacité à les territorialiser et à faire ensemble que les objectifs que nous devons atteindre sur les objectifs de lutte contre les gaz à effet de serre, d'atténuation et les politiques publiques en matière d'adaptation, on les territorialise au bon niveau de l'action publique, et donc ce sont des intercommunalités aujourd'hui en France, pour vraiment, quand on dit qu'on va faire des politiques publiques et qu'on va se donner des objectifs, que ce ne soit plus des objectifs entre guillemets un peu théoriques, mais territorialisés, donc accessibles, avec les politiques publiques qui sont nécessaires. Ça, c'est le premier niveau. Le Conseil régional de Bretagne, en interne, évidemment, doit faire, et c'est la deuxième slide, je crois, doit faire un travail conséquent sur lui-même, sur ces sujets. Je serais tenté de vous dire qu'on a des gros sujets, évidemment, de culture, c'est-à-dire qu'à la fois les élus du Conseil régional de Bretagne deviennent des fresqueurs du quotidien, si je puis m'exprimer cette expression, et que les agents qui sont les nôtres puissent eux aussi être des fresqueurs du quotidien et emporter une certaine dynamique et faire en sorte qu'à l'échelle des territoires avec lesquels nous travaillons, nous puissions emporter des politiques publiques adaptées.
Et donc c'est tout l'enjeu des semaines et des mois à venir pour le Conseil régional de Bretagne que de faire en sorte que nous puissions, avec les EPCI qui ont des responsabilités de bâtir des PCAET, que nous puissions fixer de nouvelles trajectoires à horizon 2025 qui soient moins théoriques, mais plus territorialisées, donc plus adaptées aux enjeux qui sont les nôtres. Et c'est évidemment un défi majeur qui va être le nôtre dans les semaines et les mois à venir. Et donc il y a le HCBC et donc ce forum, ça tombe bien. Je sais qu'il y a des collègues élus des territoires qui sont ici présents. Et donc la responsabilité qui va être la nôtre au Conseil régional de Bretagne, eh ben, ça va être de territorialiser les enjeux des stratégies nationales et de faire en sorte qu'au travers de ce qu'on appelle une CTAP sur les enjeux climat, eh bien, nous puissions avancer. Et un dernier mot pour dire comment nous travaillons au sein même du Conseil régional de Bretagne d'une manière politique. Si je suis premier vice-président en charge du climat, c'est que le président l'a souhaité, mais c'est parce que la responsabilité qui m'est confiée, ce n'est pas uniquement de travailler sur les mobilités, mais sur l'ensemble des politiques publiques. Et sachez que, allez, tous les mois et demi, 2 mois, on a des comités politiques où on a 7, 8, 9, 10 vice-présidents qui travaillent sur ces sujets. Le dernier d'entre eux, c'était sur un comité politique climat consacré aux questions d'hydrogène. Celui d'avant était sur l'adaptation. Le prochain sera sur le budget vert. Notre président a beaucoup parlé de fiscalité. Aujourd'hui, une des ambitions majeures du Conseil régional de Bretagne, c'est de faire en sorte, concernant les politiques d'adaptation, qu'on ait une vision extrêmement précise de ce qu'en sont nos politiques publiques, des engagements qui sont les nôtres, des engagements financiers qui vont être les nôtres, et que le budget vert, à terme, puisse être utile à des décisions politiques en matière notamment d'adaptation. Et pour terminer mon propos, ce sont des enjeux extrêmement douloureux et difficiles à appréhender. En ce moment, on est en train de bâtir une stratégie portuaire pour les ports de Bretagne. Sachez qu'on va être conduit à un certain nombre de décisions. Eh bien, des décisions qui seront parfois des décisions où nous engagerons des travaux pour nous adapter. Mais il s'agira parfois de prendre des décisions extrêmement douloureuses où nous nous dirons malheureusement que quand bien même nous souhaitons nous adapter, eh bien, il faudra laisser la nature faire parce que par rapport aux 4 degrés qu'évoquait Ronan, eh bien, les effets de l'inaction politique de ces 50 dernières années est déjà à l'œuvre et qu'elle est déjà à l'œuvre en Bretagne. Ça concerne l'agriculture, ça concerne le monde maritime et ça obligera les élus de la République et du Conseil régional de Bretagne, de tous les élus de ce territoire, à avoir beaucoup de courage lorsqu'il s'agira de prendre des décisions politiques qui nous conféreront, je dirais, la responsabilité non pas de décider de politique publique d'adaptation, mais d'une certaine manière, comme pour le trait de côte, en la matière portuaire, de décider que nos ports ne seront plus nos ports et que l'inaction politique nous aura conduit à cela de par 50 années d'inaction et donc on ne pourra pas les rattraper. Donc c'est un propos assez grave, mais voilà la responsabilité des élus du Conseil régional de Bretagne avec les élus des territoires. Et donc, dans les semaines et les mois à venir, on va devoir travailler à tout cela pour pouvoir avoir une nouvelle trajectoire du SRADET à horizon 2025, parce que c'est l'obligation politique qui nous est faite au travers des nouvelles stratégies nationales à venir. Merci. Alors vous avez compris qu'on était dans la descente d'échelle du niveau national régional et à l'échelle maintenant de Lorient Agglomération. Bruno Paris, à vous, sur les enjeux plus locaux. Bonjour à tous. Moi, je suis venu vous parler de mon boulot de tous les jours et j'ai choisi un exemple très pragmatique qu'on a dû gérer l'été dernier et Michael Carnez en a parlé. C'est Groix, le cas spécifique de Groix, qui est une commune de l'agglomération. Et donc qui, effectivement, a connu un épisode assez difficile et assez douloureux à gérer pour les élus de territoire que nous sommes. Et là, je rebondis sur l'excellente présentation de Béatrice Canou, qui est à mes côtés, sur le fait qu'on a dû activer de la résilience réactive. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de résilience proactive. On pourra en parler un petit peu plus tard. Pourquoi ? Parce que le 500 mètres cubes par jour que j'indique, c'est la consommation de 2200 habitants l'hiver à Groix. Mais l'été, ces 2200 habitants deviennent 22 000 habitants. Et donc la consommation bondit à 1200 mètres cubes par jour en été. Alors Groix, c'est 4 forages et un barrage. Un barrage, ça paraît surprenant, mais il y a un barrage à Groix qui nous permet de stocker de l'eau en quantité, en théorie, suffisante, sauf que en 2022, et on peut passer à la diapositive suivante, eh bien, quand on regarde les relevés
de niveau d'eau dans ce fameux barrage. Vous voyez la courbe rouge tout en bas. Eh bien, jamais dans l'année, le barrage n'a réussi à être à son niveau normal de remplissage, ce qui nous a fait dire qu'effectivement, à l'afflux donc de nos vacanciers, nous aurions un problème sérieux. Et la seule solution, enfin il y avait deux solutions envisageables, c'était soit d'amener de l'eau potable par bateau à Groix, ou soit de prendre de l'eau de mer et de la désaliniser. C'est ce que nous avons fait. Ça a été fait dans un temps record par les services. Et il a fallu effectivement installer une unité de désalinisation à proximité du barrage, de manière à pouvoir répondre à la consommation et aux besoins d'eau de l'île. Mais quand même, il y a eu des éléments qui ont été assez intéressants à constater. Il y a eu deux actions fortes qui ont été menées. D'abord, c'est une action technique en complément donc de la désalinisation. De dire on va réduire la pression de distribution. On a parlé de fuite tout à l'heure, etc. Effectivement, le fait de réduire la pression de distribution d'eau n'a pas amené d'inconfort chez les usagers et a permis une économie qui, cumulée à un appel à la responsabilité des vacanciers et des Iliens, a des éco-gestes, une réduction, un constat de 20% de consommation en moins d'eau potable sur l'été, ce qui est un pas absolument gigantesque. Donc, effectivement, je pense que quand on sensibilise et qu'on porte une action de sensibilisation de la population, avec des moyens techniques supplémentaires, effectivement, on arrive à obtenir des résultats qui sont efficaces. Ça ne veut pas dire que, effectivement, la technique va tout faire. Il faut, à partir de cela aussi, tirer les enseignements de cette situation de crise et surtout se projeter dans une résilience proactive, c'est-à-dire voir à long terme comment est-ce que l'on fait. Je pense que ce cas de figure de Groix pose un certain nombre de questions déjà. Je vais vous laisser les poser. Je suis sûr que vous avez des réactions sur cette situation. Voilà, j'en ai fini pour moi, pour introduire un cas très pragmatique de ce que l'on vit au jour le jour. Et ça, c'est le quotidien. C'est un des sujets qu'on traite sur les territoires. C'est une responsabilité de l'agglomération. L'eau potable, l'assainissement, c'est une compétence propre. Merci. Alors nous avions prévu d'encadrer nos trois interventions politiques par deux scientifiques. Donc le deuxième à s'exprimer sur ce volet-là est donc Andy Smith, avec peut-être un regard extérieur à la région, une dimension comparative, et aussi peut-être un regard par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Merci beaucoup. Donc effectivement, moi je vais surtout vous parler de quelques résultats d'une enquête de sciences politiques et de sociologie qui a duré 2 ans, qui porte sur 2 régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, qui vise l'échelon intercommunal dont il a été fait mention tout à l'heure. On a étudié 25 EPCI dans les 2 régions, on a fait à peu près 200 entretiens. Donc je vais plutôt vous livrer notre analyse de ce que pensent les acteurs de ces territoires plutôt que ce que je pense moi. Donc juste en termes d'adaptation, ce qui est vraiment la première chose à dire, que c'est dans des plans climat, mais pas que des plans climat de ces EPCI, qu'on voit que l'adaptation est toujours la parent pauvre de l'action climatique locale. On est toujours sur l'atténuation plutôt qu'autre chose si on y est sur l'atténuation. Et souvent, au mieux, lorsqu'on est sur l'adaptation, on requalifie les problèmes locaux plutôt en gestion de risque que vraiment en termes d'adaptation. Je vais revenir très rapidement dans un instant. Alors pourquoi cela? Des éléments d'explication. Premièrement, c'est la question de la mise sur l'agenda de l'adaptation, de la construction même du problème. Donc nous, on a beaucoup de données sur ça. Mais effectivement, de manière générale, on peut dire que les problèmes climat en général et ceux de l'adaptation en particulier sont surtout portés par des élus extrêmement isolés au sein des EPCI, voire même que par des techniciens et des techniciennes. Donc c'est évidemment un premier défi, faire en sorte que cette adaptation soit un problème qui est partagé par l'ensemble des élus, et notamment des grands élus. Moi, j'habite sur le bassin d'Arcachon. Ces questions d'agir intercommunal sur le climat sont renvoyées à des élus de deuxième rang. Des élus d'Arcachon ou des grandes communes du territoire sont complètement absents du débat. Deuxième élément d'explication, c'est que contrairement à l'atténuation, où il y a des espèces de kits
d'atténuation qui sont disponibles chez l'ADEME, dans les DREAL, etc., si jamais localement l'inspiration fait défaut. Pour l'adaptation, c'est pas possible. L'adaptation est forcément à tailler sur mesure sur le territoire. Ça ne peut pas être standardisé et sans doute, en grande partie, ça ne peut pas non plus être quantifié. Et puis troisièmement, au final, et ça revient à cette problématique en termes de gestion de risque. Pour nous, c'est plutôt une forme d'adaptation, d'ajustement, mais ce n'est pas de l'adaptation transformatrice. Alors, je vais juste illustrer ça très rapidement. 3 exemples, 3 mots. L'agriculture, il a déjà été question ici de comment on peut éventuellement s'adapter à l'agriculture. Mais ce qu'il a dit ce matin, on voit bien, en Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil. On est plutôt dans l'adaptation ajustement. On ne met pas en question la production de maïs et derrière la production d'élevage. Je cite comme exemple Lot-et-Garonne, où les risques de changement dans ce département sont quasiment de zéro. Deuxième exemple, sur l'urbanisme, évidemment, il faut braquer des projecteurs sur des PLU. Des maires peuvent faire beaucoup de choses en matière d'adaptation avec des PLU. Dans beaucoup de cas, ils ne le font pas. En tout cas, les cas que nous, on a étudiés, ou très peu. Et voire même, en termes d'aménagement d'espace, il y a des territoires comme Montauban, par exemple, qui a quand même gagné des prix ADEME et d'autres, mais qui a eu la bonne idée d'installer un parking de 5 étages en plein centre-ville, qui aspire les voitures et qui encourage toujours l'usage de ce mode de transport. Et puis, dernier exemple, effectivement, les infrastructures. Il a été fait mention ici de barrages. En Nouvelle-Aquitaine, il est question de submersion marine aussi. Et jusqu'ici, l'approche dominante a été de mettre en place des digues. Pensez à Lacanau, par exemple, où le trait de côte est en train de se retirer très rapidement. S'il y a une petite bonne nouvelle, on me dit que les élus dans le territoire commencent à se dire jeter des millions d'euros dans la construction des digues, c'est peut-être pas une bonne idée. On est en train d'expérimenter des solutions basées sur la nature, comme on dit, mais on est au tout début d'un processus là. Donc, pour conclure, effectivement, le bilan dans nos 25 EPCI, je pense que ce n'est pas un bilan très heureux en matière d'adaptation, on a compris, alors qu'il y a tout intérêt, me semble-t-il, à construire l'intérêt national, l'intérêt général autrement pour faire en sorte qu'on s'adapte de manière transformatrice et qu'on accompagne ces transformations, que ce soit dans le domaine agricole ou touristique ou autre. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci. C'est maintenant la place aux échanges. La parole vous est donnée pour des questions, alors, si possible, courtes, ou en tout cas concises, et s'il vous plaît, à cette table également, des réponses concises également. Je prends une précaution. Non ? Oui, bonjour. Je suis conseillère municipale à Groix, donc j'étais très intéressée par les explications sur la sécheresse de l'année passée. Qu'est-ce qui est prévu pour 2023 ? Sachant que l'afflux touristique a commencé largement déjà pendant les week-ends. On était à quelque chose comme 5000 visiteurs à l'Ascension. Je pense que c'est lié à l'utilisation de l'eau. Bon. Alors, par rapport à l'état 2022, on suit en permanence les niveaux d'eau dans nos forages. Et donc, sur Groix, les niveaux de cette année, à même date, sont un peu meilleurs que l'année précédente. Et le barrage sera plein. Par contre, on a laissé une partie des équipements de désalinisation en place, de manière à pouvoir réactiver, si nécessaire, ces besoins-là. Voilà. Maintenant, la question, et vous l'avez posée indirectement, c'est est-ce qu'il faut permettre un tel afflux de vacanciers sur Groix ? Et là, je vous laisse répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. Enfin, si je l'ai, mais je ne vais pas vous la donner. Oui.
Oui, bonjour, Christian Guillonvard, conseiller régional. Monsieur Andy Smith nous a invités à dissocier ce qui relève de l'adaptation-ajustement de l'adaptation transformatrice, en indiquant que celle-ci, cette dernière, suppose une transformation des logiques du développement territorial, des actions publiques et de nombreuses pratiques socio-économiques. Donc, je vais me permettre de poser une question en tant qu'élu. Est-ce que le Haut Conseil breton pour le climat en Bretagne s'autorise à porter un regard sur des projets économiques qui ne s'inscriraient pas dans cette logique d'adaptation transformatrice, qui seraient susceptibles de recevoir des aides publiques en Bretagne? Merci. Ah, très bien. C'est une jolie question. Vous voulez répondre ou ça interroge directement? Ah non, ça nous intéresse, ouais. Le micro? Oui, on y travaille d'ailleurs. Non, mais je reconnais là en Christian sa capacité à poser à la fois les bonnes questions, à le faire avec le sourire, mais de manière suffisamment taquine pour me conduire à une certaine forme de réponse. Sur ce sujet-là, évidemment, parce que c'est un sujet qui nous traverse réellement, et ça traverse, je dirais, la société bretonne au travers d'une certaine décision qui vient d'être prise par un très grand groupe industriel de ne pas réaliser la construction d'une entreprise. Et donc ça provoque un débat de société, c'est très bien. Et au-delà de ça, on a ce débat au Conseil régional de Bretagne d'adapter nos politiques publiques, évidemment, et notamment en matière de développement économique, et évidemment en matière d'aide directe aux entreprises, et de regarder quels sont les critères en matière de politique publique qui nous conduisent à dire cette entreprise est éligible ou pas éligible. Et donc les travaux sont engagés, il y a déjà des critères qui existent et on va les parfaire pour arriver effectivement à un moment donné à avoir des aides directes qui pourront être jugées suffisamment, par Christian je l'espère et un certain nombre d'autres, suffisamment transformatrices de notre économie et non pas étant des aides économiques qui s'ajusteraient simplement. Donc voilà la réponse que je peux vous faire, chers collègues, parce que nous y travaillons et vous le savez, et que nos aides directes aux entreprises vont évoluer comme un certain nombre d'autres aides directes qui existent déjà et qui sont déjà critérisées. Si je peux juste rapidement vous parler d'une autre expérience que j'ai eue l'an dernier. J'ai fait un rapport avec un collègue sur l'industrie du blé en France pour le Haut Conseil du climat. Vous avez entendu parler du Haut Conseil du climat. Moi, j'ai pensé que c'était une instance indépendante. On a rendu notre rapport. On n'a pas eu de remarques trop critiques sur le rapport. Par contre, parce qu'on n'a pas mis les formes, on n'a pas fait ça dans un langage tellement diplomatique, on est allé droit au but. On a dit, on ne peut pas publier ça comme un rapport HCC. Donc c'est resté dans un tiroir. On va le sortir sous forme d'ouvrage, mais voilà, on en est là. Oui, c'est bien pour ça que je parlais tout à l'heure de compromis qui est de manière un peu provocatrice, parce que derrière le compromis, il y a ceux qui disent ça pour qu'on garde le système tel qu'il est, d'autres qui pensent l'inverse, et réciproquement. Donc je pense que Bridor dit que le compromis, il n'est pas sur la table. Très clairement. Dans les réactions des uns et des autres, on reste dans un débat politique assez anxiogène, clairement, compris emploi contre adaptation transformatrice, et on n'en est pas sorti dans le débat public breton sur les réactions des uns et des autres, donc ce qui veut bien dire que le compromis n'est pas sur la table à ce stade. Et moi je vais complètement dans le sens de ce qui a été dit, de dire effectivement ce qui est devant nous, c'est la transformation. C'est pas une résilience aux catastrophes. Si on en reste aux résiliences aux catastrophes, on réussira à répondre à 1, 2, 3 catastrophes, mais à un moment, on sera balayé. Donc c'est bien une transformation, et cette transformation n'est possible que s'il y a effectivement une part suffisamment importante de la société qui est d'accord sur cette transformation. Moi, j'ai beaucoup suivi, puisque avant le CNTE, j'ai publié un rapport que vous trouvez facilement sur le site du Sénat en 2019 sur l'adaptation de la France à horizon 2050. Rapport qui disait, même moi ça m'avait étonné, à quel point notamment l'agri-industrie n'anticipait pas. C'est-à-dire, on parle souvent de l'agriculteur, mais c'est l'environnement de l'agriculteur qui n'avait pas anticipé. Les grandes coopératives, le système assurantiel avec les dernières règles du système assurantiel agricole, on est plutôt sur un modèle
où, y compris avec le volet 2 de la PAC qui est censé faire de la transformation, on permet finalement de garder le système actuel encore plus longtemps parce qu'il y a un parapluie. Donc on n'utilise pas du tout le système assurantiel en termes de transformation, mais plutôt pour retarder les échéances. Ça, c'est très clair dans ce qui a été fait. Donc on ne s'engage pas dans la transformation. Mais à l'inverse, finalement, une fois qu'on a dit plus 4 de manière relativement consensuelle dans la société et sans faux débat pour dire c'est du défaitisme, du catastrophe, tout ce qu'on veut, ça veut dire qu'on doit normalement sortir du moment où on terrorise tout le monde. Puisqu'on a mis le plus 4 sur la table, on sait que c'est très grave, il n'y a plus de débat à avoir là-dessus. Donc le débat suivant, c'est un débat pour rassurer la société, en disant on a des solutions de transformation qui vont permettre de maintenir de l'emploi, du développement, du bien-être. Donc on doit rentrer dans ce débat-là. On n'y est pas encore, y compris parce qu'on a besoin, effectivement, que les scientifiques nous hiérarchisent un peu un certain nombre d'éléments. Mais à partir de là, j'en finis là-dessus, la question territoriale est absolument centrale. Il y a eu un rapport d'I4C, qui est un think tank spécialisé sur les questions de financement liées au changement climatique, qui est très proche de la Caisse des dépôts, qui chiffre à peu près à 20 000 personnes dans les collectivités les besoins humains pour mener la transition. Le volet adaptation, le volet efficacité énergétique, c'est énormément d'animation. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les gens en proximité. Il faut des diagnostics de vulnérabilité qui seront différents d'un territoire à l'autre. C'est beaucoup de temps de travail humain. Et le chiffre de 20 000 CDR, en fait, il faut créer une fonction publique spécifique de la transition, y compris l'adaptation. Oui, mais 20 000 personnes, vous faites le calcul, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On avait réussi au Sénat, de manière assez consensuelle, quand j'interviens avec ma casquette de président de la commission spécialisée, j'essaye de rester dans le consensus et de ne pas trop rentrer dans une arène politique plus clivante, ce que je peux faire dans d'autres moments. Mais on avait réussi au Sénat à voter à la quasi-unanimité une dotation de fonctionnement climat pour les collectivités, adossée au départ à la montée de la contribution climat-énergie, et on la repropose avec tous les grands réseaux de collectivités territoriales aujourd'hui, finalement en proposant que le fonds vert qui existe, les fameux 2 milliards, financés en partie par l'Europe et le plan de relance, ces 2 milliards n'aillent pas sur du saupoudrage et de la chasse aux primes d'investissement des collectivités et de celles qui ont déjà de l'ingénierie et des projets prêts, mais aillent sur le fonctionnement. Parce que la question qui est vraiment devant nous, et j'entendais ce matin par rapport aux compteurs. C'est sûr, s'il faut mettre des compteurs numériques sur toutes les prises d'eau, ça va coûter, ça va prendre du temps. Mais on n'a pas beaucoup de temps, en fait. C'est-à-dire que la question de l'endettement, de transition et de la prise en compte des fonctionnements pour les collectivités de cette transition, elle est sur la table. Financièrement, l'État n'y est pas. Alors on se bat, je trouve que ça bouge un peu, donc j'espère qu'on pourra avoir des victoires significatives dans les prochains mois. Mais si on ne crée pas l'ingénierie territoriale et des capacités d'endettement spécifiques, parce qu'en plus il y a des retours sur investissement derrière, donc il y a un modèle économique, si on n'a pas ces deux éléments sur la table assez rapidement, on va encore prendre beaucoup de retard. Et l'exemple de l'Aquitaine est vraiment intéressant parce que effectivement, ça ne se fait pas aujourd'hui. Merci pour le Haut Conseil, Béatrice. Oui, très rapidement pour dire que, en fait, rappeler le rôle du Haut Conseil breton pour le climat, je dirais que dans les avis et recommandations que nous pouvons émettre, nous sommes en fait policy relevant et non policy prescriptive. Ça veut dire que notre rôle, c'est de pointer du doigt des enjeux de politique publique, mais la décision politique par rapport à leur traduction, elle appartient effectivement aux acteurs politiques. Néanmoins, je vous invite à consulter l'avis que nous avons remis sur la SRTES, la stratégie régionale de transition écologique et sociale, où nous avons pointé un certain nombre de questions. Et qui piquait un peu. Et qui piquait un peu, j'ai cru comprendre. Une autre question ? Oui. Bonjour, je suis Claire Desmarres.
Je suis conseillère régionale écologiste. J'ai une question concernant la gestion des risques, qui était un peu le début de votre présentation. On sait qu'on a en Bretagne, comme partout en France, vous avez évoqué Lacanau tout à l'heure, des situations de risque assez importantes auxquelles les collectivités sont confrontées, et en particulier chez nous sur le recul du trait de côte et sur les événements climatiques extrêmes, notamment dont parlait Michael Carnez avec les séquences d'inondations. Après le drame de la Faute-sur-Mer, on avait dit plus jamais ça, plus jamais de morts à cause de situations où on sait qu'on a des zones de risque et où on n'a pas su anticiper parce qu'il fallait prendre des décisions difficiles. Ces décisions difficiles, notamment, c'est des déplacements de population ou des refus de permis de construire, alors qu'on sait très bien qu'on a une pression foncière très importante en Bretagne et une problématique du logement qui est très importante aussi. Donc c'est des décisions qui sont difficiles à prendre pour les collectivités, qui ne sont pas populaires, qui n'aident pas à être élu quand on est maire. Et ma question, c'est est-ce que le Haut Conseil breton pour le climat et les scientifiques peuvent nous accompagner sur la prévention de ces risques, sur la cartographie à une échelle de nos territoires du niveau de risque important, soit sur des événements climatiques extrêmes, soit sur le recul du trait de côte, de manière à pouvoir accompagner cette prise de décision par une veille scientifique en préventif, et qu'on n'ait pas à attendre qu'il y ait des maisons qui s'écroulent, qu'il y ait des gens qui meurent noyés, comme c'est arrivé à la Faute-sur-Mer en Bretagne, mais qu'on puisse agir en amont. Ça me paraît aussi un des sujets importants et urgents de l'adaptation au changement climatique aujourd'hui. Alors, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des questions qui arrivent systématiquement pour le Haut Conseil. Ce que je peux dire très rapidement, c'est qu'on a mis en place un groupe de travail sur la question du littoral et du trait de côte. Et donc, des éléments de réponse arriveront dans les prochains travaux. Je voudrais rappeler qu'on est 20 scientifiques, que vous posez beaucoup de questions qui sont complexes. On a parlé d'effets systémiques. Et donc, les réponses apportées ne sont pas simples. On y travaille et à plusieurs reprises, on a alerté d'ailleurs la région pour dire que en termes d'accompagnement, en termes d'animation, d'appui en ressources humaines, le HCBC est aussi demandeur. Voilà, donc j'en profite pour faire passer aussi ce message. Alors, est-ce que sur cette question-là, au niveau de la table, d'autres veulent s'exprimer? Ou on prend d'autres questions? Alors, je ne sais pas où sont les micros. Édouard Boin. Donc administrateur général d'Agir pour le climat. Ronan Dantec a évoqué les moyens financiers. On peut se poser la question, et je vous pose la question comment vous le voyez, mais je rentre dans le politique. On a parlé du rapport Pisani-Ferry et on voit le traitement qui lui est fait. Les parlementaires européens ont voté en février à 55% l'adoption de la taxe sur les transactions financières pour financer l'atténuation et l'adaptation climatique. Une partie des États membres y vont, mais la France s'arc-boute. Donc, on a de jolis plans, mais on n'a pas les moyens financiers en face. Comment peut-on faire? C'est en partie abordé, mais je ne sais pas si vous voulez compléter. Bon, c'est un point qui avait été en partie abordé. Est-ce qu'il y a d'autres, sauf si vous voulez réagir? On prend une autre question? Est-ce que je regarde l'heure parce qu'ils sont nombreux quand même? Je ne gère pas la prise de parole, donc qui a le micro? J'ai le micro. Ok. Je me permets une question très rapide parce que vous parliez tout à l'heure de capacité d'auto-organisation qui va être essentielle par rapport à l'adaptation au changement climatique. Donc une question un peu naïve, est-ce que les territoires, et notamment les collectivités territoriales des communes et les EPCI, ont les mains libres pour innover, pour s'auto-organiser et pour vraiment expérimenter des nouvelles solutions d'adaptation, qu'elles soient d'anticipation ou de réactivité. Et notamment, par rapport à l'exemple de Groix, est-ce qu'il y a eu des barrières dans la recherche de solutions pour s'adapter spécifiquement à cette problématique? Non, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et Édouard Boin, que je connais bien, il y a de l'argent en France. Et il y a de l'argent sur tous nos livrets d'épargne en France. Oui. Je ne sais pas, 650 milliards d'euros, je crois que c'est ça la dernière levée. Plutôt que de rechercher éventuellement un intérêt quelconque financier, peut-être pourrions-nous rechercher
à laisser quelque chose à nos générations futures, parce que souvent quand on épargne, c'est aussi pour parfois laisser à ses enfants quelque chose. Donc peut-être qu'il y a une manne aussi, mais je crois qu'il y a une petite incitation qui est faite au niveau gouvernemental à vouloir développer un nouveau livret pour pouvoir... voilà, mais ça reste un livret avec un pourcentage derrière, etc. Bon, il y a peut-être des choses à réfléchir et une manne à activer de ce point de vue-là, parce que cet argent qui dort, d'une certaine manière, pourrait être activé sur ces éléments-là. Non, oui, peut-être. Sur la réponse à madame, non, on est totalement libre, mais on ne peut pas travailler seul, parce que un territoire comme une agglomération a besoin du département, a besoin de la région, a besoin de l'État. Et effectivement, tout cela est un château qui permet, enfin, qui est une pyramide, parfois complexe, avec un millefeuille réglementaire qui est excessivement complexe et sur lequel moi, en tant qu'élu, et là je prends ma responsabilité personnelle, j'aimerais beaucoup qu'on puisse alléger un petit peu ce millefeuille réglementaire. Mais tout à l'heure, Ronald Dantec parlait de ce fameux consensus et compromis nécessaires. De plus en plus, l'élu que je suis et mes collègues parfois, nous sommes mis en questionnement. C'est-à-dire que certaines associations, certains groupements, etc., nous opposent des propos qui sont tout à fait réfléchis, qui contribuent au débat, mais parfois de manière excessivement incisive. Et moi, je voudrais aussi souligner un certain nombre de postures qui sont des postures individualistes de certains de nos concitoyens, et je le dis tout net, hein, la valeur de son patrimoine immobilier pèse souvent dans son action et son engagement militant écologiste, je suis désolé de le dire aussi, et je voudrais qu'on arrive à ça, et je pense que la proposition qui est faite par Ronan, on est obligé d'arriver à ça, sinon on va s'écharper, les amis, on va se tirer dessus. On va se tirer dessus à balles réelles. Et on le voit déjà sur certaines scènes. Voilà. Donc il faut vraiment, et je rejoins complètement Ronald Dantec sur cette nécessité du compromis et du consensus, mais en termes de collectivité territoriale, on a les moyens d'agir, on a les moyens de faire des propositions, voilà, toujours évidemment dans le cadre réglementaire. Oui, juste pour compléter, pour dire qu'à la base de ce compromis, qui n'est pas si facile à trouver, il y a... Oui, c'est mieux. À la base de ce compromis, il y a aussi la transparence de l'État. Et je pense que là aussi, le plus 4 degrés et l'émergence du rôle de la communauté scientifique dans ce débat est absolument essentiel. Pour avoir connu un grand projet d'aménagement au nord de Nantes, que j'avais suivi beaucoup, et j'en ai même fait une commission d'enquête, l'État n'a jamais assumé de donner les données et les vrais chiffres. J'aurais pu amener le préfet au tribunal, mais je ne suis pas sûr que le bureau du Sénat m'aurait suivi. Et ça, on l'a sur encore beaucoup de dossiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas un État qui a compris que justement, pour amener... c'est le contrepoint. Je veux bien que des fois, il y ait de l'agressivité ici et là, mais on n'y arrivera pas si l'État n'est pas capable d'une transparence et de faire confiance au débat public, alors que ce n'est pas sa culture. Ouais, en Bretagne, on le sait depuis longtemps. J'ai commencé à Plogoff, Michael est encore en culotte courte. Ça me semble vraiment un point essentiel. Après, pour reprendre la question de la montée des eaux, à partir du moment où on met le plus 4 sur la table, ça oblige à rehausser les prévisions. Pour suivre un peu le papy du Sud Finistère entre Concarneau et le Pays Bigoudin, on en parlait dimanche dernier à la mer Monte, je crois qu'ils étaient partis quand même sur un plus 60, plus 20 cm. Aujourd'hui, il faut prendre plus. Aujourd'hui, obligatoirement, il faut prendre plus. Et là, le plus 4 va faire quand même fonctionner la machine. Et sur la dernière question, c'est un peu la même chose. L'État est quand même extrêmement... Où ça reprend aussi la question d'Édouard Boin. L'État est quand même extrêmement ambivalent. C'est rien de le dire. C'est-à-dire, il y a à la fois un discours général sur la nécessité d'agir sur le climat, qui est à peu près dans tous les discours. Il y a une action internationale de la France sur la présidence de l'Union européenne dont le bilan n'est pas négligeable, sur l'accélération sur le moins 55% et le soutien globalement aux négociateurs européens. Mais après, c'est vrai que quand Borne dit ni impôt ni endettement, là on se dit ça va quand même pas être simple. Et donc là, on s'éloigne quand même du compromis. Alors ça peut être la TT, la taxe sur les transactions financières pour créer un flux financier. Moi, je regarde assez attentivement la montée de la cagnotte
de l'ETS, de l'Emission Trade System, avec la disparition des quotas gratuits. Il y a une cagnotte qui se crée au niveau de l'État. Où est-ce qu'elle sera investie? On essaye de flécher ça, mais là, l'État ne nous donne pas les chiffres, encore une fois. Et surtout, effectivement, je crois que l'État ne croit pas vraiment aux collectivités territoriales. Et ces dernières années, là-dessus, ça a été très très net. Je ne sais pas si l'État est dans la salle, parce que c'est facile sinon. Mais moi, je présidais, et je vais finir là-dessus parce que je sais que je suis toujours un peu long, mais je présidais le groupe de travail de gouvernance de la loi climat Bateau Royal. C'est ce groupe de travail gouvernance qui a simplifié notamment, parce qu'avant on a des plans climat à tous les niveaux, et on simplifie, on dit plan climat obligatoire des intercos et volet climat des régions, et on supprime les autres parce que c'est pas la peine que tout le monde fasse la même chose. Derrière ça, l'État d'abord n'a pas financé, c'est ce que je disais précédemment, n'a même pas fourni, c'est dans la loi, c'est un amendement que j'avais fait voter, les méthodologies de comptabilisation simplifiée des émissions territoriales, même ça l'État l'a pas fourni, et effectivement la logique du saupoudrage de subventions, plutôt que des logiques de contractualisation sur objectif avec chaque territoire qui sait le mieux ce qui est bon pour lui pour réduire les émissions et s'adapter, l'État, et Dieu sait si pourtant ça c'est un combat qu'on mène dans la durée, quelque part l'État ne fait toujours pas confiance au territoire et on ne tiendra aucun objectif climat sans les territoires, ça c'est très clair. Oui, je voulais juste compléter la réponse sur la question de la résilience et la capacité d'auto-organisation et rebondir sur ce qu'a dit Ronan Dantec sur des fois les ambiguïtés de la politique de l'État. Ce qui transparaissait pas réellement dans mon propos, c'est que, en définitive, je suis assez critique quand même sur la manière dont la résilience est mobilisée, notamment dans le champ de la solidarité internationale, parce qu'en fait, elle est souvent une manière en fait de justifier le recul de la solidarité collective. Et y compris au plan national, je pense que cette question de la solidarité collective va être cruciale dans la manière justement de procéder à l'adaptation transformative de nos territoires. Et il y a effectivement un enjeu de solidarité entre les territoires, par exemple entre les territoires urbanisés, les territoires ruraux, les territoires littoraux, au contraire les territoires qui sont au cœur de la région Bretagne. Et donc cette question de la solidarité collective, elle est fondamentale parce que, par exemple, dans la gestion, on a parlé tout à l'heure de la catastrophe Xynthia, en fait, la manière dont l'État a géré la situation de crise a quand même mis à mal le système d'indemnisation CatNat, qui est une des spécificités françaises de reposer sur la solidarité collective. Il y a un véritable enjeu là-dessus, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, ce sont les assurances. Et derrière cette idée de résilience se profile la volonté en fait de responsabiliser les individus. En gros, la résilience, ça peut être aussi devient le propre acteur de ta sécurité. Et il y a un enjeu derrière cela qui est de ne pas individualiser la résilience et d'être très vigilant sur cette question des inégalités, de la justice sociale et du maintien d'une solidarité collective. Merci. Alors, on s'excuse, mais on va prendre une dernière question, parce que vous avez vu qu'à chaque fois, il y a plusieurs réponses de tous les intervenants. Débat dans le hall, bonjour à tous. Julien Pondavenne, je m'exprime au nom du réseau Cohérence. Les différents intervenants ont montré l'ampleur du défi, de la métamorphose auquel on va devoir se préparer et la métamorphose qu'on va devoir vivre tous ensemble à l'échelle de notre société. Et nous, on voit qu'il y a deux conditions pour que cette métamorphose ait lieu en sérénité, c'est la justice sociale et puis l'acceptabilité. L'acceptabilité sociale, elle est importante. Je vous remémore la crise des Gilets jaunes qui part quand même quelque part de l'écotaxe. Et puis l'acceptabilité sociale, la justice sociale, elle est indispensable. On ne peut pas demander à des habitants de faire un effort sur le vélo, le tri des déchets, pendant que d'autres se dédouanent de contingence carbone et prennent l'avion ou leur jet privé. Donc ça, c'est deux conditions. Et donc, nous, on fait le constat qu'il y a des stratégies régionales dynamiques, il y a des stratégies locales dynamiques sur
le développement des énergies renouvelables, sur la mise en connexion des réseaux, on l'a vu ce matin, mais on s'interroge sur où sont les lieux de compromis, où sont les lieux de dialogue, où sont les lieux de coopération. Et ça, il n'y a pas une véritable stratégie locale ou régionale. Il y a quelques PCAET qui se lancent, mais c'est peu ou prou très participatif. Et donc, c'est une vraie inquiétude pour nous, parce que pour répondre à cette justice sociale et cette acceptabilité, il faut bien des espaces qui restent à créer. Donc, à Cohérence, nous, on promeut les conventions citoyennes locales. On pourrait en imaginer sur la biodiversité à l'échelle d'une interco ou à l'échelle de la région sur la question agricole ou alimentaire. On promeut aussi les commissions extra-municipales ou intercommunales, qui sont des lieux de discussion. Je crois que le maire de Quimperlé est à la tête aussi d'une commission extra-municipale sur les transitions. Donc ça existe, mais il faut vraiment changer de braquet, il faut changer d'ampleur. Et donc, moi, je lance un appel aujourd'hui à ce que, à la fois le Haut Conseil breton s'empare de cette question-là, les collectivités présentes et puis aussi la région, sur une véritable stratégie de participation citoyenne, de coopération, de lieux où on écrit ces compromis. Ça va pas être facile, mais on n'y coupera pas. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Alors, je pense que des journées comme aujourd'hui et des forums pour aujourd'hui font aussi partie de cette démarche-là. Alors, comme c'était pas vraiment une question, on va prendre une dernière question, parce qu'il y a une personne qui trépigne depuis tout à l'heure. C'était quand même une question. C'était quand même une question. Il y a quand même une réponse alors. Non, mais ce que je veux dire par là, au-delà de ce qui a pu être dit sur ce que fait le maire de Quimperlé humblement dans sa cité, et c'est pas évident à appréhender. Sur la notion à multiniveau ou à échelle de gouvernance de la question de la conférence citoyenne à échelle régionale, c'est un vrai sujet politique. Et c'est d'autant plus un vrai sujet politique que notre président avait saisi le Césaire de ce sujet, de poser la question au Césaire, de la société civile constituée, de lui demander quelles étaient les formes de démocratie citoyenne qui nous permettraient d'appréhender et approfondir un certain nombre de sujets. Et notre collègue Daniel Kuef n'est pas là, mais Daniel Kuef porte très fort ce sujet-là et a interpellé encore, il n'y a pas si longtemps, le Césaire sur ce sujet. Et imagine, à défaut de trouver les solutions au sein du Césaire, et n'y voyez pas une critique, de regarder où est le lieu où nous pourrions inventer une forme de citoyenneté renouvelée où les Bretonnes et les Bretons pourraient trouver à s'exprimer dans une nécessaire recherche peut-être de compromis au sens positif du terme et non pas dans le lieu de la confrontation des postures ou de la confrontation idéologique qui rarement mène à quelque chose. Donc on voit bien que c'est un sujet qui se pose à chaque échelle de gouvernance. En Bretagne, on a quand même des échelles de gouvernance qui nous permettent cette rencontre. C'est quand même historique. La région Bretagne a été celle qui a porté historiquement, et là je pense que Christian Guionvar me rejoindra, mais au-delà de cette échelle des EPCI, qui sont des échelles d'organisation administrative, ce qu'on appelle les pays, au sein des pays, vous avez des conseils de développement. Au sein des conseils de développement, vous avez des personnes qui sont engagées et leur avis est sollicité pour un certain nombre de dispositions. Et lorsqu'il a fallu notamment à un moment donné territorialiser les fonds européens, j'insiste, les conseils de développement à équité donner un avis avec la collectivité territoriale pour savoir ce qu'il fallait faire des fonds européens. Donc on voit bien qu'il y a des recherches pour éprouver des formes de démocratie locale ou territoriale approfondies. Et c'est vrai que c'est une réflexion que nous devons mener en commun et à chaque échelle de territoire, si je puis me permettre. Et donc il y a des formes certainement de démocratie nouvelle à inventer. Et je vous rejoins sur ce sujet, mais c'est pas si aisé. C'est pas si aisé. Quand j'entends la réaction par rapport au Conseil de développement, ça dit une chose. C'est-à-dire que des citoyens qui s'engagent dans des conseils de développement ne seraient pas jugés par un certain nombre d'autres citoyens qui sont ici suffisamment représentatifs. Je vous invite à la réflexion. Merci. Alors la dernière question, s'il vous plaît. Je me sens obligé de dire que, évidemment, si les réponses sont très longues, les questions sont forcément très courtes. Donc je vais essayer d'écourter.
Jean-Pierre Leland, je suis administrateur de Rivière de Bretagne, un des nombreux administrateurs, hein, je ne suis pas tout seul, on est 18. Avant ma question, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Julien Pondaven, de cohérence, et c'est pas un hasard. Donc c'est très intéressant ce que vous avez dit. Évidemment, en tant que membre de Rivière de Bretagne, j'ai été très intéressé par ce qui a été dit sur l'eau, sur les risques, sur l'adaptation. Ma question, ça va être, pourquoi n'a-t-on pas parlé de certains sujets? Les sujets dont on n'a pas parlé ou très peu parlé sont l'atténuation, et en particulier des gaz à effet de serre, et encore plus en particulier de la hiérarchie des responsabilités en matière de gaz à effet de serre, que sont, citons les 3 premiers, dans l'ordre, l'agriculture, la mobilité et l'habitat. On n'en a pas du tout parlé, c'est quand même très important. Et je terminerai sur l'eau. Pourquoi n'a-t-on pas parlé? Et pourtant, il y a eu une question, des arrêtés cadres sécheresse qui sont en cours d'écriture, dont certains ont été portés à la consultation publique, c'est terminé le 25 mai, et arrêtés cadres sécheresse qui sont très critiquables, enfin, qu'a beaucoup critiqué aux Rivières l'année dernière, et cette année, ça risque de faire pareil parce qu'ils ont l'air d'être pires. Donc pourquoi n'a-t-on pas parlé de ces 3 sujets? L'atténuation, les gaz à effet de serre et les arrêtés risque sécheresse. Cadre sécheresse, pardon. On va faire un débat sur tout en même temps. Alors, l'un ou l'autre. Enfin, c'est pas que nous n'ayons pas répondu. Il y avait une thématique qui s'appelait l'adaptation, mais au travers d'un certain nombre d'évocations, on a quand même si on n'a pas été peut-être à votre goût suffisamment précis, mais évoqué ce sujet de l'atténuation. Et quand moi j'évoque les trajectoires du SRADET à horizon 2025, c'est ce que j'évoque. C'est-à-dire qu'il va falloir redire quelles sont les trajectoires d'atténuation. Et sur ces sujets-là, vous avez cité la hiérarchie, elle est bien connue en Bretagne, puisque c'était tous les travaux de la Brescop. C'est la trajectoire du SRADET actuelle, c'est la trajectoire du SRADET qu'on va devoir adapter en fonction des stratégies nationales et de nos travaux. Et sachez qu'en Bretagne, on travaille, et c'est pas aisé, il y avait un représentant tout à l'heure de la Chambre d'agriculture, mais sur effectivement la capacité contributive de l'agriculture bretonne, de la ferme bretonne à l'atténuation, parce que la ferme bretonne est la première émettrice de gaz à effet de serre, c'est un peu plus de 40%. Sachez que, pour ma part, je travaille, mais j'imagine que tous les collègues des collectivités territoriales travaillent à ces sujets, sur les mobilités, évidemment, à l'atténuation, c'est un peu plus de 30%. Et que je plaide, et je l'ai dit au Conseil régional de Bretagne, on va s'engager dans un CPER des mobilités. Je plaide, et je ne sais pas si on aura les outils méthodologiques suffisants, mais je plaide pour que, pour la première fois, vraiment, dans le CPER mobilité que nous allons contractualiser en Bretagne, dans son objectivation environnementale, l'impact environnemental, nous puissions approcher effectivement ce sujet de l'impact carbone des mobilités et que nous puissions verser ce CPER mobilité dans sa contractualisation à la trajectoire de 2025, parce que ça me paraît important aussi. Et sur l'habitat, oui, il y a des réflexions qui sont engagées dans tous les territoires sur les principes constructifs, et notamment Carole y travaille sur évidemment les sujets d'économie circulaire et de réemploi des matériaux, mais aussi de nouvelles formes malheureusement qui ne sont pas suffisamment développées de construction. Et au Conseil régional de Bretagne, il y a des gens qui travaillent sur ces sujets en espérant que demain, nos principes de construction soient moins consommateurs d'énergie et de carbone et qu'on aille vers des principes de construction qui soient plus respectueux des limites planétaires. Il me semble quand même que... Ça marche là, oui. Il me semble que moi j'ai été assez clair pour dire qu'il y a un volet adaptation qui est l'adaptation de la société bretonne à son effort d'atténuation. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cet effort d'adaptation-là est aussi important que l'effort d'adaptation au plus 4 degrés. Et donc, pour revenir à ce qui a été dit sur le compromis, et vraiment pour conclure, mais on a déjà été long, donc mais le logement, c'est un bon exemple. Le logement, si on fait de l'efficacité énergétique sans intégrer le confort d'été à plus 4 degrés, ça ne va pas marcher. Donc on est bien obligé maintenant, et c'est un effort énorme, de faire converger les deux. Moi je pense que pour atteindre les objectifs et construire le compromis, il faut d'abord partir des objectifs quantitatifs. Ce qu'on a fait souvent, y compris dans plein de plans climat et d'actions où la main sur le cœur, tout le monde dit il faut agir, c'est qu'on fait des actions. Il faut faire quelque chose, donc on fait des actions. Mais on ne dimensionne pas l'action par rapport à l'objectif quantitatif à atteindre. Je pense que ce qui est sur la table, et c'est là que le Conseil, à mon avis, a déjà le premier rôle, c'est qu'il faut qu'on ait un objectif quantitatif clair de combien on baisse les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture bretonne et qu'on le fasse d'abord au niveau régional.
Et j'aurais même tendance à dire qu'au niveau régional, ça serait pas con de prendre 5 départements, parce que sur les mobilités, sur l'impact logement, ça se joue beaucoup à 5. Je savais qu'a priori, vous ne seriez pas contre. Et à partir de là, une fois qu'on a les objectifs quantitatifs, atténuation, adaptation, sans tabou, là, on a besoin du compromis. Mais c'est uniquement parce qu'on assume les objectifs quantitatifs. Et moi, je reste vraiment quand même inquiet. Je vois comment évolue le débat en Bretagne. Je pense qu'on s'éloigne effectivement de cette espèce d'union sacrée et du mythe qu'on recycle à l'infini du Célim. Si la Bretagne rate cet objectif-là, on va se taper sur la gueule, comme ça se passe déjà dans le sud-ouest. C'est la question de l'avenir, l'imaginaire collectif breton, qui est sur les sujets liés au climat aujourd'hui en Bretagne. Bien, merci. Alors, sauf erreur, Fabrice Loher ne nous a pas rejoint. Donc, c'est Lorient Agglomération qui nous accueillait ce matin, qui va clôturer cette matinée. Alors, Lorient Agglomération et l'UBS, bien évidemment, puisque nous sommes dans les locaux de l'UBS. Donc, il y a eu effectivement une réunion d'acteurs locaux. Ça ne marche pas. Il faut bien parler de vous. D'accord. Donc, je voulais saluer effectivement l'accueil et le travail qui a été mené par les acteurs de l'UBS autour de cette première édition. Donc, on a été heureux qu'elle puisse se tenir à Lorient. J'espère qu'elle a pu vous amener un certain nombre de questionnements, ou en tout cas de vous lancer sur des raisonnements et des interrogations supplémentaires autour des deux enjeux que sont l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Moi, j'ai été particulièrement marqué par l'intervention de Béatrice, mais aussi de Ronan et de Michael, sur des points essentiels, que sont justement ces aspects de résilience réactive, résilience proactive. Et nous, collectivités municipales et intercommunales, nous avons aussi à bâtir nos futurs plans de sauvegarde de la population, puisque nous avons des plans communaux de sauvegarde et des plans maintenant qui apparaissent, des plans intercommunaux de sauvegarde qui sont en train de se structurer. Et donc on a à intégrer et à compléter les plans existants avec ces enjeux importants, particuliers sur les pics de chaleur à l'intérieur des urbanités, la disponibilité d'eau potable pour la population. Tous ces aspects-là sont importants. Donc merci d'abord de votre présence. Merci aux collègues élus et surtout à HCBC de la préparation de cette première édition. Et donc une excellente fin de journée à tous et à toutes.